Bonjour à tous, bienvenue à vous sur France 3 Bretagne dans l'émission Ensemble, c'est mieux qui fait la part belle à la solidarité et au vivre ensemble. On s'intéressera ce matin à votre santé. Ce n'est pas un gros mot, mais il peut en effrayer certains, le cholestérol. De quoi s'agit-il exactement? Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais? Quels risques? Quelle hygiène de vie adopter? On fera le point dans quelques instants. Nous vous présenterons également une très belle association rennaise, la Grenouille à Grande Bouche. Tous leurs projets reposent sur la notion de participation. Après un restaurant participatif éphémère dans le quartier du Blône l'année dernière, l'équipe lancera en mars un magazine vendu en librairie, participatif, là encore forcément. Nathanaël Simon participe très logiquement ce matin à notre émission. Des passerelles, il y en aura beaucoup dans cette émission. Nous parlerons aussi de Nous Anti-Gaspi, le premier magasin entièrement dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette épicerie d'un nouveau genre ne vend que les invendus rejetés par les circuits classiques de distribution à 30% moins cher. Le concept est breton. Il existe 2 magasins dans notre belle région, à Melès près de Rennes et à Saint-Jouan-des-Guérets près de Saint-Malo. Du côté des archives de l'INA, Christelle Molina nous fera revivre quant à elle le phénomène de fermeture des anciens commerces alimentaires de proximité durant les années 80 et 90. Nous verrons un reportage de 1982 sur la fermeture de la COP de Landévennec dans le Finistère. Sans oublier l'agenda culturel du week-end présenté par la toujours très inspirée Sabine Marimurgue. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à vous. Je vous le disais, nous allons parler du cholestérol ce matin. On entend souvent parler de bon cholestérol par rapport au mauvais, par opposition au mauvais. Mais savez-vous exactement ce qu'est le cholestérol? Eh bien, ne bougez pas. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. D'abord, quelques éléments de réponse en images. Le cholestérol, on connaît bien le mot, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Le mot vient du grec ancien kol, qui signifie bile, et stéréos, qui veut dire solide. Tout simplement parce que le cholestérol fut découvert en 1758, sous forme solide, dans des calculs biliaires par un chimiste français. Pendant longtemps, on a pensé que l'âge était responsable d'un taux de cholestérol élevé. Mais c'est faux. Le cholestérol est un lipide, autrement dit, une particule de graisse qui se déplace dans le corps via la circulation sanguine. Appétissant. La majeure partie du cholestérol est fabriquée par le foie et est nécessaire à l'organisme. Ce cholestérol constitue les membranes des cellules de notre corps. Il aide à la formation du fœtus et à la fabrication de la vitamine D. Celui-là, on le garde. Par contre, celui qui nous inquiète, c'est celui qu'on fabrique en abusant du beurre, de la charcuterie ou, surprise, des crustacés. Votre corps va fabriquer du mauvais cholestérol, boucher vos artères et vous faire courir le risque d'un infarctus du myocarde, d'un accident vasculaire cérébral ou d'une mauvaise circulation sanguine. En France, 19,6% des adultes ont un excès de cholestérol dans le sang. Alors, si vous avez forcé sur les spaghettis carbo ou le plateau de fromage et que vous ne résistez jamais à une entrecôte, direction le laboratoire pour connaître votre taux de cholestérol. Pour le faire baisser, pas de secret, diète et sport. Allez, on enfile ses baskets et on se met au footing. Allez, on verra plus tard justement si le sport est un outil efficace dans la lutte contre le cholestérol. Pour l'instant, je vous propose qu'on fasse les rebelles. Puisqu'on parle de cholestérol, eh bien, on va parler de restaurants. Allez hop, osons tout. On va découvrir un concept nouveau, les restaurants participatifs. Un exemple à Lyon avec les petites cantines avant de découvrir ce qui se passe chez nous, bretons. C'est une cantine où même les rencontres ont du goût. Un restaurant de quartier où l'on met la main à la pâte, à l'image de Philippe Garcin, enseignant et éplucheur de pommes de terre à 16h. Je te laisse te laver les mains, boire un petit café si tu veux, mettre un tablier, tu as l'habitude? Moi j'aime bien éplucher les patates. J'avais une demi-heure de libre avant de donner un cours dans une école à côté. Et je me suis dit plutôt que d'aller m'enfermer dans une salle ou de boire un café, autant venir ici pour donner un coup de main parce que je vais revenir déjeuner tout à l'heure et je sais que c'est important. Non mais tu mets des poireaux, c'est très bon. Ici, seule Juliette Grisard est salariée de l'association avec 2 jeunes en service civique. Les autres apprentis cuisiniers, une dizaine en moyenne pour chaque repas, sont cadres, étudiants, retraités. Du quartier ou de plus loin, la plupart ne se connaissaient pas au début. Ah non, on est potes. On est devenus potes, ouais, c'est vrai. Avec Nathalie, on s'appelle le trio infernal. Voilà. Je me trouvais dans une période un petit peu difficile. J'ai été touchée par la diversité des gens, les rires, les sourires. Puis on sentait des solitudes, on sentait des... Enfin, il y avait un mélange de tout.
Au menu des petites cantines, en majorité des produits bruts achetés en vrac ou aux producteurs locaux, mais aussi des invendus donnés par ce magasin bio du quartier. Chaque jour, une dizaine de kilos de produits frais. On a à cœur aussi de ne pas gaspiller, donc on est content de pouvoir donner à une association. Et la deuxième chose, c'est vrai que ça fait vivre notre quartier, c'est une association qui a 2 pas d'ici, donc on est content de le faire pour ça aussi, quoi. Une mécanique bien rodée depuis maintenant 1 an et demi et une ambiance d'auberge espagnole qui séduit également les clients de passage, une vingtaine répartis entre midi et soir. On parle avec plein de monde par rapport à un restaurant normal. Puis on voit tout de suite qu'il y a des gens qui ont des vies très différentes mais qui mangent ensemble. C'est super intéressant. Le tarif du repas est libre, chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. 9 €, le prix d'équilibre, couvre les frais quotidiens. Le mécénat d'entreprises privées, parfois du quartier, assure lui les dépenses de fonctionnement. Pour le reste, tout le monde est invité à se relever les manches. Et puis il y a la vaisselle aussi. La vaisselle, ça rend libre. Et qu'est-ce que c'est sympa de faire la vaisselle ensemble. Être ensemble, partager le quotidien, les anniversaires aussi. À Lyon, une nouvelle petite cantine vient de voir le jour et une autre devrait être ouverte d'ici la fin de l'année. Nathanaël Simon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes membre de l'équipe de la grenouille à grande bouche, un nom rigolo, pour un projet qui est finalement très sérieux. Un projet qui repose sur un restaurant participatif à la base que vous avez mené l'an dernier dans le quartier du Blône à Rennes. Racontez-nous, ça vient d'où d'abord? On va peut-être poser un cadre. Cette idée de restaurant participatif, ça vient de France ou d'ailleurs? Ça vient d'ailleurs, ça vient du Québec. Ouais. Ça vient des voyages qu'on a fait avec des amis. On est tombé un peu par hasard sur un restaurant qui s'appelle les Robins des Bois à Montréal, qui existe depuis 10 ans. Et quand on entre dans ce restaurant, on ne sait pas forcément que c'est un restaurant participatif. Et puis, quand on se fait servir les premiers plats, on se rend compte que les gens qui vous servent, il y a marqué bénévole. Du coup, on les interroge en demandant mais qu'est-ce que vous faites là? Et ils vous expliquent qu'ils sont là parce qu'ils viennent donner un coup de main parce que le restaurant dans lequel on est redistribue ses bénéfices grâce à leur participation. Et on a eu envie de faire la même chose quand on a su en plus qu'ils redistribuaient chaque année depuis 10 ans 10 000 $. Ouais. Et on se dit, si on essaie de transposer ça. Alors, les Bretons reviennent au bercail et se disent, tiens, on va essayer de faire ça dans un quartier rennais. Comment ça s'est passé, cette initiative? Racontez-nous. Eh bien, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Quand on fait un projet comme celui-là, vous imaginez bien qu'au début, les financeurs sont un peu frileux, que ça n'est pas évident. Donc, on a fait des tests. Donc, on a ouvert déjà 2 fois dans le quartier du Blône. Donc, et à chaque fois, en mars et en juin. En mars et en juin, avec 2 craintes. 1, est-ce qu'on va avoir des clients? Et 2, est-ce qu'on va avoir des gens pour venir nous aider à participer, c'est-à-dire des bénévoles pour nous aider en cuisine, en salle, et est-ce que le concept va plaire? Et à notre grande surprise, c'est aller au-delà de nos espérances. Premier jour, on s'était dit, si on a 20 clients, on sera content. On en avait 40. La salle pouvait en accueillir 35, on est monté à 43 dès le premier jour. On est vers 10 jours, on a fait carton plein tous les jours. À la suite de ça, on a rouvert une 2e fois. Le Triangle, qui est le centre culturel dédié à la danse à Rennes, nous a accueillis pendant 3 semaines. Et là, on s'est dit, allez, on va viser un peu plus haut, on va essayer d'accueillir 70 couverts par jour. Et on a fait carton plein pendant 3 semaines. Donc c'est vraiment une initiative qui plaît. Vous avez envie de la pérenniser, on imagine. Est-ce que vous avez entamé des démarches en ce sens? Alors on a eu la chance, la première fois qu'on a testé, le dernier jour, on a eu la chance d'avoir Madame le maire de la ville de Rennes, Nathalie Appéré, qui est venue manger, qui nous a dit, ça serait bien si vous restez sur le quartier du Blône. Il se passe des choses chouettes, est-ce que vous pouvez rester? Donc on a dit oui, voilà. Donc on a travaillé ensemble, et donc on travaille ensemble avec la mairie de Rennes pour essayer de rester au Blône. Donc là, il est question, c'est encore au conditionnel, mais qu'on puisse s'installer pendant 2 ans dans l'ancien Lidl, qui se trouve à côté dans le quartier du Blône, qui plutôt que de rester vide pendant 2 ans, avant sa destruction, pourrait nous être prêté. On vous souhaite que ça puisse fonctionner. Alors c'était un restaurant participatif, mais les bénéfices ont également été redistribués. Racontez-nous à des associations, à une association. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, on essaie de reproduire ce qu'on a vu à Montréal, au Québec, donc de choisir 4 associations utiles pour le territoire rennais qu'on accompagnerait au long cours. Pour l'instant, on a choisi une. Puisqu'on n'est pas encore en activité. On a reversé déjà à chaque fois 500 € à chaque fois qu'on a ouvert. Donc là, 1 000 € déjà redistribués sur l'année 2018 à une association qui s'appelle Le Petit Blôneur, qui est une conciergerie sociale et solidaire sur le quartier du Blône.
Déjà une belle somme. Hein. Et puis ça ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter là parce que vous continuez, vous ne chômez pas. Vous lancez un magazine maintenant, participatif lui aussi. Alors racontez-nous, ça va sortir en mars, le premier numéro. Donc là, vous êtes au taquet sur la rédaction. On est en plein dedans. L'idée, le point de départ, c'est qu'à la différence du resto montréalais, on avait envie, nous, dès le départ, d'allier les goûts et les mots. Et de travailler sur comment on fait se rencontrer ça. Ouais. Donc, on avait un resto, mais on avait aussi, et dès le second test qu'on a fait, essayer de créer aussi une revue, un magazine. Et donc, on avait testé aussi, sur un numéro 0, une revue participative. Et là aussi, l'idée, c'était de dire aux gens, venez créer un magazine avec nous, venez nous aider, on va le faire de manière professionnelle, mais si vous venez nous aider, on pourra redistribuer là aussi nos bénéfices. Et là aussi, on a eu du monde pour nous aider. Donc, on a fait un numéro 0, qu'on a pu réaliser, qu'on a vendu, qui a plutôt bien marché. Et là, on sort le numéro 1. On est en pleine création. Donc là, la rédaction participative, elle est installée donc, dans cette salle du Triangle. Hein, alors le Triangle, du coup, avec qui on a continué à travailler, a accepté de nous accueillir tant qu'on n'a pas de lieu. Donc là, ils nous accueillent pendant 1 mois, tous les soirs, du lundi au jeudi, à Rennes. Il y a des gens qui viennent nous aider à créer la revue de la grenouille à grande bouche, dont l'objet est de raconter la société à travers ce qu'on mange, de plein de manières. C'est un joli concept, un bel angle éditorial. Ça va se présenter comment, ce MOOC, comme vous dites, hein, c'est un mélange de livres et de magazines. Oui, vous savez, de plus en plus, on trouve en librairie des magazines à mi-chemin entre le livre et le magazine, qui sont des bels objets, qui ont une durée de vie plus longue qu'un magazine traditionnel et qui croisent plein d'approches. Et du coup, là, le numéro 1, il est consacré à la soupe. La soupe. La soupe, alors déclinée sous l'angle quoi? Sous l'angle culturel, sous l'angle... Sous toutes ses formes. Donc, on va y trouver de la photo, à travers des reportages photos longs. On va retrouver de la BD. Là, on voit en arrière-plan une planche de bande dessinée. On a demandé à une auteure de nous imaginer les aventures de la grenouille à travers la soupe. On va y trouver de l'enquête, du reportage, du récit, sous différents angles, société, culture, gastronomie. Voilà. Et donc, du coup, on va décliner la soupe sous tous ces angles-là. Alors, il faut quand même un encadrement professionnel, parce que c'est une ligne éditoriale qui est complexe, qui est quand même riche. Vous êtes journaliste radio, à la base. Oui. Et après, on s'est entouré d'une équipe professionnelle, d'une 15aine de personnes au total, pro, qui, justement, l'objet de ce magazine, au-delà de la dimension redistributive et participative, c'est aussi de dire, venez découvrir comment on fait un média. Et du coup, venez découvrir l'envers du décor et comment, avec des professionnels, vous pouvez faire et comment on peut faire ensemble. L'idée, en gros, c'est de se dire, comment on peut faire un magazine avec ses lecteurs. C'est une belle idée, effectivement. Alors, ce magazine, il va sortir en mars, oui. Hein, c'est ça. On le trouvera où, dites-moi? Alors, on va le tirer dans un premier temps à 2000 exemplaires. On va le distribuer sur toutes les librairies bretonnes et un peu à Paris aussi. On va le trouver d'abord en librairie. Et puis, on va essayer petit à petit d'étendre dans notre réseau de diffusion. Mais d'abord, on va commencer par les librairies. Les librairies. Et il sera distribué dans toute la Bretagne, exactement, bien entendu. Et vendu à quel prix? 12 €. 12 €, en plus accessible. Donc, pour 3 cahiers, il y avait beaucoup... Et 120 pages. Et 120 pages. Bon, bah écoutez, c'est vraiment une belle initiative. J'ai envie de vous demander, Alix de la Martinière, vous travaillez pour un projet qui s'appelle Nous Anti-Gaspi, on en parlera tout à l'heure, mais ça m'intéressait d'avoir votre réaction sur un projet comme celui-ci. Un projet participatif comme celui-ci, c'est aussi un projet de lien social. C'est un projet aussi de rapprochement des gens qui veulent changer des paradigmes habituels. Donc je trouve ça intéressant. Nous, on est sur un projet de commercialisation maligne et pour éviter le gaspillage. Et vous êtes sur un projet de rapprochement des gens, que ce soit par la parole et la lecture ou par la restauration, qui sont des lieux conviviaux. Exactement, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les gens qui viennent nous aider viennent d'horizons très différents. Mais oui. On a en cuisine, en salle ou même à la rédaction un brassage social complètement inédit, qu'on n'avait même pas imaginé. Les gens se croisent, travaillent ensemble sans se demander d'où ils viennent, qui ils sont, parfois repartent sans savoir à qui ils ont parlé, véritablement avec qui ils ont collaboré. Et ça, c'est assez unique et assez inédit, et très chouette. Effectivement, c'est vraiment un beau projet. Alors, on vous invite, vous téléspectateurs, à participer à la rédaction de ce nouveau magazine, du lundi au jeudi. Ce sera au Triangle à Rennes, et c'est de 18h30 à 21h30. C'est bien ça. Et puis, on retrouve toutes les infos sur la page Facebook de la grenouille à grande bouche. Voilà. Le thème du jour, je vous le disais tout à l'heure, c'est le cholestérol, le bon, le mauvais. On a tous plein d'idées reçues sur le sujet. On va tenter à présent de démêler le vrai du faux. Et pour ça, rien de mieux que de s'adresser forcément à un spécialiste, un médecin. C'est ce qu'a fait Karl Brozek. Il est allé à la rencontre du docteur Thierry Labarthe. On l'écoute. Bonjour, docteur Labarthe.
Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du cholestérol, un sujet qui est quand même un peu casse-tête quand on n'y connaît rien. On va essayer de prendre un exemple concret. J'ai devant les yeux une feuille d'analyse sanguine d'une jeune fille et je vois des lignes auxquelles je ne comprends strictement rien. Cholestérol total, HDL cholestérol, LDL cholestérol. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, le cholestérol, d'abord, tout le monde en a. Ah, d'accord. Et c'est normal d'avoir du cholestérol. Ça fait partie de l'équilibre naturel du corps. Ce cholestérol est un lipide, hein, on le sait. Après, il est dangereux, c'est pour ça qu'il fait peur, parce que pour la plupart des gens, cholestérol rime avec risque d'infarctus, risque d'AVC, risque d'artérite, risque cardiovasculaire. Donc c'est le mot qui fait peur, qui effraie tout le monde, alors que finalement c'est pas si simple que ça. Et qui fait vendre plein de choses sans cholestérol, avec cholestérol. Ouais, bon. Le cholestérol, on va dire, il y a de multiples types de cholestérol, mais sur la prise de sang, on va dire qu'il y en a deux qui nous intéressent. C'est le HDL, qui est qualifié de bon cholestérol dans le langage commun, et le LDL, qui est celui que l'on regarde, parce que c'est sur lequel on peut agir quand il est trop élevé. Un bon et un mauvais cholestérol, c'est étonnant quand même. Alors le mauvais, tout simplement parce qu'il est athérogène, c'est lui qui va inflammer, comme je l'ai là je le montre souvent, ces petites images, il va aggraver, abîmer la paroi des vaisseaux, il va créer des thrombus, des caillots, et pouvoir obstruer. Donc évidemment, quand on n'irrigue plus le cœur, risque d'infarctus, quand on n'irrigue plus le cerveau, risque d'AVC. Et je crois que c'est vraiment un des composants parmi tant d'autres, le diabète, l'hypertension artérielle et le sacré tabac qui est en number one des risques cardiovasculaires. Le cholestérol n'est qu'un des potentiels risques quand il est évidemment trop élevé. Donc après, à surveiller, mais pas que. À surveiller, mais pas que dans la démarche d'un risque cardiovasculaire. Après, dans nos 60 et quelques millions d'habitants en France, il y a aussi des gens qui ont une hygiène de vie parfaite et qui ont beaucoup de cholestérol. Parce je ne fume pas, je bois de l'eau, je mange du poisson bouilli, mais pourtant j'ai du cholestérol. Et qui génétiquement vont avoir un cholestérol, ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qu'ils fabriquent eux-mêmes, le foie en l'occurrence, et ça c'est purement génétique, donc il y a des traitements pour ça, parce qu'il y a des gens qui ont des maladies avec une hyperfabrication de cholestérol. Sauf que dans nos pays, surtout après les fêtes où on a bien mangé, où la galette des rois fait office en ce moment de goûter, on voit bien, n'est-ce pas, eh bien que le cholestérol est exogène, c'est-à-dire qu'on va l'assimiler, et évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on assimile? On le stocke. D'accord. Et ce fameux bon cholestérol, alors, est-ce qu'il faut vraiment y faire confiance? Est-ce qu'il est aussi bon que ça? Et pourquoi est-ce qu'on le qualifie de bon cholestérol? Le bon cholestérol, nous n'avons pas de prise sur lui pour le traiter. Le mauvais cholestérol, quand je vous le dis, il est exogène, on en mange de trop. On peut, par des règles hygiéno-diététiques, le régler. Quand il est génétique ou en hyperfabrication, on peut le traiter avec des médicaments, qu'on appelle les statines en l'occurrence. Et selon vos facteurs de risque, vous êtes aujourd'hui un patient de 80 ans, vous avez déjà fait un infarctus avec un stent, vous êtes dans un haut niveau de risque. C'est ce que la plupart de mes patients ne comprennent pas toujours bien parce que ce n'est pas très clairement établi. C'est toutes les lignes qu'il y a en dessous. C'est le niveau de risque que j'ai avec un score qui est fait avec une grille, ou dans quel type de risque êtes-vous. Si vous êtes dans un risque élevé, il faudra abaisser le taux de cholestérol de manière importante. Si votre taux de cholestérol est naturellement bas, on n'aura pas besoin de le traiter. S'il est de façon trop élevée, on réduit par l'hygiène et la nutrition et par des médicaments si cela est nécessaire. Après, pour cette prise de sang, elle est évidemment parfaite. C'est la prise de sang d'une jeune fille qui a plutôt un petit excès de bon cholestérol, mais qui est fréquent à cet âge-là. Et puis le mauvais cholestérol montre qu'elle doit avoir d'abord aucune maladie génétique sur l'accumulation de cholestérol et une très bonne hygiène de vie et ne pas manger de choses trop grasses. Merci en tout cas pour ces précisions. Merci Dr Labarthe. Merci beaucoup Karl pour cet éclairage et merci Dr Labarthe. Une bonne hygiène de vie, eh bien, c'est donc l'une des recettes pour ne pas avoir un mauvais taux de cholestérol. On verra tout à l'heure si le sport peut nous y aider également. On parlait tout à l'heure de commerce alimentaire d'un nouveau genre avec Alix de la Martinière. Eh bien, pour l'instant, on va s'intéresser justement au commerce de proximité, mais en faisant un petit flashback, un retour en arrière dans les années 80. On va voir finalement que c'est un éternel recommencement. Avec vous, Christelle Molina, vous nous avez choisi une archive de 1982. Et oui, une archive, Landévennec. Voilà, dans le Finistère, un petit bourg qui se retrouve un petit peu contraint, cerné par l'Aulne, qui curieusement en fait a subi un vrai contraste parce que c'était un bourg très florissant dans les 11e et 12e siècles et qui là est un petit peu à l'abandon et où se trouve une jolie petite épicerie
on va la voir, qui permet en fait de créer ce que vous disiez, le lien social entre les habitants, entre ces habitants. Eh bien, on va regarder cette archive tout de suite. Personnellement, c'est assez dramatique étant donné mon âge et ma situation. Et puis pour le village, c'est très triste. Très très triste, parce qu'il y a une majorité de personnes âgées qui ne trouveront plus leur approvisionnement ici. Et non seulement les personnes âgées qui composent la majorité des clients ici, mais l'été, les vacanciers, les touristes. C'est plein l'été. La population triple ou quadruple. On a des groupes, on a des jeunes. Ils n'auront rien si on n'est plus là. Ça va être très triste pour le village. Il faudrait, à votre avis, que quelqu'un puisse reprendre. Voilà, c'est ce qu'on souhaite de tout notre cœur. Toute la population avec moi, je pense, veut la même chose. C'est qu'un grossiste revienne nous approvisionner, prenne la suite de la COP. C'est tout ce qu'on souhaite. En gérance. Quel chiffre d'affaires faisiez-vous à peu près? On peut le dire, 650 000 francs par an. Depuis 2 ans. Bien sûr, le chiffre d'affaires varie d'un mois sur l'autre. L'hiver est calme, mais en été, la population quadruple par le tourisme. Mais comment garder des vacanciers, des campeurs souvent, sans le moindre ravitaillement? Le plus proche magasin serait désormais à 12 km et même pour les jeunes qui peuvent se déplacer, l'épicerie était indispensable. On oublie toujours quelque chose dans les grands supermarchés et la COP, vraiment, c'est indispensable. Les jeunes sont ici peu nombreux. La moitié de la population a plus de 60 ans et ne possède aucun moyen de locomotion. Déjà, l'entraide existe. Quand on va à Crozon faire des courses, on demande aux voisins s'ils ont besoin de quelque chose. Mais c'est quelque chose que l'on fait une fois, mais les personnes sont contentes aussi de venir choisir au magasin. Et le village va mourir selon vous? Écoutez, il est déjà à moitié mort. Hein. Ça, il n'y a pas d'erreur. C'est déjà à moitié. Et puis si le magasin ferme... Et si le magasin ferme, il n'y aura plus rien du tout. On n'aura même plus le plaisir de marcher dans les rues et de se rencontrer parce que, disons que c'est aussi un lieu où on voit un petit peu tout le monde. Les jours du pain, principalement, mardi, jeudi, samedi, tout le monde vient au pain ou presque. Et oui, l'épicerie était aussi un lieu de rencontre. Car Landévennec a peur d'un isolement définitif, de tomber dans l'oubli. Un jour, peut-être trop tard, dira-t-on, c'était un si joli petit village. On est à 2 doigts de pleurer quand même, faut le dire. Non, c'est vrai, cette archive, elle nous interpelle sur l'évolution des petits commerces alimentaires et la fermeture surtout de ces petits commerces. Oui, et puis on voit par le ton, vous-même vous l'avez relevé, donc le ton est poignant, les termes employés, l'oubli, la mort. Donc les gens, même les gens interviewés parlent de mort, finalement du lien social, de ce lieu de rencontre. Oui, et ça nous interpelle beaucoup plus largement dans les années 80-90, la fin de ces petits commerces. Alors surtout dans les zones rurales et les petites communes comme Landévennec, à peu près 25-30%. Qui ont vu leur commerce se fermer. On le voit, d'ailleurs encore ces villes, ces petits villages où seules les devantures sont encore existantes, avec boulangerie, boucherie encore, voilà. Donc c'est vraiment une mutation du commerce de proximité parce que à ce moment-là, les supermarchés sont nés. Et c'est ça qui va tout changer, forcément. Alors, les supermarchés naissent dans des zones, au début, près des villes. Donc, on voit un peu un contraste entre les zones suréquipées en commerce et services près des villes et puis les zones rurales qui sont un petit peu oubliées. Et finalement, dans les années 80, il y a quand même des supermarchés qui vont s'installer dans les zones rurales. Et d'ailleurs, les maires, ça va créer des zones d'attractivité. Hein. Donc, c'est plutôt une mutation du commerce de proximité qu'on constate, parce qu'avec une stratégie de proximité qui joue sur l'accessibilité, c'est-à-dire la voiture. Ah ouais. Donc les parkings. Voilà, mais les personnes âgées ou dépourvues, on le voit, ces dames qui sont souvent veuves et dont les maris conduisaient, mais qui ne sont plus là, elles se retrouvent, donc elles sont un peu excluantes de ces stratégies de proximité parce que on n'a pas de véhicule pour aller jusqu'au supermarché à ce moment-là.
Voilà. Alors, quelle a été la stratégie alternative, on va dire, du village de Landévennec? Alors, ce que j'ai trouvé bien dans ce reportage, c'est qu'en allant justement plus largement, on voit que Landévennec a trouvé... c'est le maire qui a, que je citerai Roger Lars, qui est toujours le maire de Landévennec, qui a mis en œuvre une épicerie communale. Donc, c'est un petit peu une épicerie, un commerce d'un genre nouveau, avec pour employer 2 employés communaux. Et puis sa femme qui fait la comptabilité, en fait. C'est une petite histoire familiale. Alors c'est un petit commerce d'appoint, mais où on trouve encore des pots de pain, viande, enfin voilà, pour trouver des solutions quand on a besoin d'une bouteille d'eau, d'acheter des confiseries. Et ça sert beaucoup, comme le disait la dame, aux touristes. Pour l'été. En fait. Oui, forcément. Qu'est-ce que ça vous inspire, Alix de la Martinière? Évidemment, une initiative comme celle-là de la part du maire, mais bon, plus globalement, finalement, c'est un éternel recommencement, parce que vous, on va expliquer ce que vous faites tout à l'heure, mais... Ce que ça m'inspire, c'est que finalement, on est toujours à la recherche d'épiceries d'un nouveau genre, et le commerce fait que de se réinventer. Et donc il y a ce type d'épicerie à Landévennec qui finalement est absolument indispensable. Et nous anti-gaspi, on est sur peut-être le commerce 2019 avec une quête de sens aussi, en plus, qui se rajoute à tout ça, des clients qui sont prêts à faire des courses un peu autrement. Alors justement, merci beaucoup Christelle. On va maintenant parler de nous anti-gaspi. Vous êtes directrice des opérations dans cette structure. C'est un concept breton qui est né à Melès, près de Rennes, en mai 2018. Comment tout a commencé? Racontez-nous. Alors ça a commencé par plein d'ébullitions chez nos 2 fondateurs qui ont plein d'idées, et notamment ça a commencé par les gueules cassées. Les gueules cassées, ça a mis en évidence dans la grande distribution et ça a revalorisé les produits moches. Et de là est née l'idée de faire une épicerie, pas que de produits moches, mais de produits écartés des circuits de distribution classiques. Alors ils sont écartés pourquoi? Écartés pourquoi? Parce que les produits sont pas au standard du marché, donc vous avez des carottes déformées, donc c'est ce qu'on appelle les produits moches. Vous avez aussi des produits dont les dates sont courtes. Donc, comme les dates sont trop courtes, la distribution classique ne les vend plus. Et nous, on explique à nos clients que la date est courte, donc elles sont à consommer dans les 2-3 jours. Mais les clients le comprennent. On a aussi des produits qui sont hors calibre. Donc, vous avez par exemple des œufs qui sont plus petits que le calibrage habituel. Et vous avez aussi de la surproduction, puisque pour que nos producteurs puissent aussi alimenter tous les circuits de distribution classiques, ils sont toujours obligés de produire un peu plus. Donc une fois qu'ils ont produit un peu plus, où écoulent-ils cette marchandise? Et nous, on leur a proposé de la racheter, et de la racheter du coup un peu moins cher pour satisfaire nos clients et avoir des prix malins et des prix à 30% moins cher pour les clients qui viennent chez nous, sur le panier moyen. Chez vous, si on se positionne sur une année complète, ça veut dire qu'en termes d'économie pour une famille, j'imagine, de 4 personnes, ça fait quelle économie si on va tout le temps chez vous, toute l'année? Si vous allez tout le temps chez nous toute l'année, vous pouvez faire à peu près 150 € d'économie par mois. C'est énorme. Ouais, en gros, on est sur 2 000 € d'économie par an. Sachant qu'un budget consommation alimentaire pour un foyer de 4 personnes, c'est quoi? C'est 3 500, 4 000 €, c'est ça par an? C'est tout à fait ça. Donc c'est quand même conséquent comme économie. Ouais. Oui, c'est une économie tout à fait conséquente pour aussi des personnes qui sont prêtes à consommer autrement et qui font leurs courses avec un peu de surprise, mais vous pouvez faire toutes vos courses, les courses de frais que vous allez faire de manière récurrente toutes les semaines, et les courses de sec, où vous allez bien évidemment trouver des pâtes, vous allez trouver aussi un petit peu de surgelé, et toutes les semaines, vous allez faire un panier qui va être un petit peu différent, mais avec bien évidemment des produits de base que vous retrouverez chez nous. Alors, quand vous dites un peu différent, ça veut dire qu'il y a un peu moins de choix, peut-être? Il y a un peu moins de choix. Que dans un supermarché classique, on va dire. Exactement. Ouais. Et puis, la référence, par exemple, le yaourt à la vanille que vous allez trouver cette semaine ne sera pas forcément le même yaourt à la vanille que vous allez trouver la semaine prochaine. Mais vous aurez toujours des yaourts chez nous. Donc mais pas forcément de la même marque, pas forcément le même parfum. C'est ça. Exactement. Il faut être un peu souple, quoi. Ça nécessite un peu de souplesse, c'est ça. On a des clients plus agiles. Et prêt à la surprise. Qui aime être surpris. C'est quel pourcentage à peu près des aliments qui sont fabriqués par l'industrie agroalimentaire qui sont écartés des circuits traditionnels justement pour ces petits défauts? Parce que c'est vraiment des petits défauts. Alors je ne pourrais pas parler de pourcentage de manière très précise, mais ce qui est sûr c'est que les distributeurs, quand les producteurs, quand leur machine de production est lancée, et par rapport à des prévisions de vente des distributeurs, ils font forcément un tout petit peu plus de production
parce que s'il y a pénurie dans les supermarchés classiques, eux, ils n'ont pas rempli leur contrat. Donc de toute façon, ils vont forcément produire 4 à 5% de plus pour être sûr d'alimenter les circuits classiques. Pourquoi la grande distribution classique ne s'est pas emparée de ces produits? C'est par manque de place dans ces magasins, en fait, ou parce que c'est pas leur vocation? C'est pas forcément leur positionnement. Ils sont pas forcément organisés aussi pour vendre des produits par exemple à date courte, hors calibre. Après, ça peut aussi cannibaliser une gamme qui est plus une gamme plus on va dire plus. Enfin, une gamme dont ils ont des normes très strictes. Oui, ils ont un cahier des charges à respecter. Exactement. Et peut-être plus qualitatif pour les clients, mais je pense que les clients peuvent... Nous, notre réseau de distribution, je dirais qu'il est plutôt complémentaire à la grande distribution. On n'est pas du tout en opposition. On propose une alternative. Le client peut très bien faire une partie de ses courses dans la distribution classique et une partie de ses courses chez nous, ou commencer par faire ses courses chez nous et aller trouver ce qu'il n'aura pas trouvé chez nous dans la distribution classique. Je pense qu'on est tous complémentaires et il y a de la place sur ce marché pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous avez 2 magasins pour l'instant en Bretagne, Melès et Saint-Jouan-des-Guérets près de Saint-Malo. Qui sont vos clients? Le profil, c'est quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants? Est-ce qu'il y a des familles nombreuses? Des retraités? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un profil Nos clients types sont quand même plutôt des femmes entre 35 et 45 ans. Après, on a surtout des familles de 4 personnes. On a peu d'étudiants parce qu'on est au nord de Rennes. On n'est pas au sein des grandes villes, donc je ne peux pas vous dire que notre clientèle, c'est les étudiants. On a plutôt des familles de 4 personnes et aussi toute une population de retraités qui retrouvent dans les valeurs de l'anti-gaspillage finalement leurs valeurs originelles et qui sont très très contents de venir chez nous et on les interroge régulièrement et ils le disent très spontanément. Et après, vous avez aussi une surface qui est plus petite que les hypermarchés classiques. On a 250 mètres carrés de surface de vente. Et finalement, pour rebondir sur Landévennec, on retrouve aussi une surface à taille humaine où on fait ses courses sans se perdre, avec moins de références, donc un peu autrement, mais où on a le temps de parler avec l'équipier en magasin et on fait ses courses aussi assez vite. Donc finalement... on gagne du temps en prenant son temps. C'est un peu antinomique, mais c'est le cas. Vous allez en ouvrir d'autres, des magasins, des franchises peut-être? Alors, on a à l'étude en effet la franchise et les magasins en propre, les deux. On restera un réseau hybride. Et l'idée, c'est vraiment qu'on en ouvre pour une dizaine cette année en Bretagne. Parce qu'on a vraiment cette ambition de se développer sur toute la Bretagne et sur le Grand Ouest. Et donc avec un horizon 2021 pour avoir un réseau d'à peu près 20 magasins. Mais écoutez, on vous souhaite un beau développement et puis on retrouve toutes les informations sur le site internet nousantigaspi.com. Nathanaël, qu'est-ce que ça vous inspire une initiative comme celle-ci? Vous connaissiez Nous Anti-Gaspi? Je connaissais, oui, j'avais vu un ou deux reportages. C'est des choses qu'on suit, bien évidemment, parce que c'est des logiques qui sont très intéressantes et qui, effectivement, nous, on travaille aussi dans une moindre mesure. C'est des logiques, comment on fait pour travailler de manière anti-gaspi. On a même réfléchi à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour de la semaine anti-gaspi dans nos repas, en récupérant notamment les invendus alimentaires. C'est des logiques qui nous paraissent essentielles et les bénévoles qui viennent chez nous, les gens qui interviennent, sont des gens qui sont sensibles à ces démarches-là et qui peuvent être aussi des clients de ce type de supermarché. Donc c'est des choses qui nous font écho directement, effectivement. Sabine, vous pourriez être cliente d'un magasin comme celui-ci? Oui, absolument. D'ailleurs, ce serait bien à Rennes d'avoir... Alors oui, c'est ça. En fait, vous disiez justement les étudiants, peut-être par manque de moyens de locomotion, parfois, pourraient être écartés de... On y pense, mais après, on a toujours, comme beaucoup, l'équation économique. On a discuté tout à l'heure et la question là-dedans, c'est les frais de loyer. Donc si vous nous trouvez un local avec des loyers pas trop chers, on est preneurs. Eh bien, écoutez, c'est le moment de lancer un appel. Les Bretons nous regardent, nous écoutent. Si vous avez un local pour la grenouille à grande bouche ou pour Nous Anti-Gaspi, bien voilà. Appel à votre générosité. Merci beaucoup à tous les deux. On parle du cholestérol également ce matin. Comment lutter contre ce que l'on appelle communément le mauvais cholestérol? Eh bien, c'est une question que bon nombre d'entre nous se posent. C'est un sujet qui a interpellé en tout cas l'un de nos téléspectateurs. Il nous a posé une question. Bonjour, Christian de Rennes. On entend souvent dire que le sport est une solution bénéfique pour lutter contre le cholestérol. Mais est-ce prouvé scientifiquement?
Alors, merci beaucoup Christian pour cette question. Est-ce prouvé scientifiquement? Eh bien, on a soumis votre interrogation à un spécialiste, un médecin du sport, le docteur Raphaël Jalajas. Écoutez sa réponse. Afin de répondre au mieux à Christian, à sa question sur le sport, fait-il baisser le cholestérol et est-ce prouvé scientifiquement, je vais me permettre de reformuler un petit peu sa question. Est-ce que l'activité physique fait baisser le cholestérol? Parce qu'en fait, le sport, c'est une toute petite partie de l'activité physique. Et en fait, oui, le sport fait baisser, l'activité physique fait baisser le cholestérol. Ça a été prouvé scientifiquement par plusieurs études. Hein. Déjà, depuis 2000, de nombreuses études ont été publiées, notamment dans le New England, où des spécialistes se sont penchés sur des groupes de personnes et à qui ils ont fait faire plusieurs activités variables en intensité, variables en quantité. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que les gens qui pratiquaient le plus en intensité et le plus en quantité avaient une nette diminution du cholestérol. Alors c'est plutôt le mauvais cholestérol qui nous intéresse, plutôt le LDL cholestérol, et ça peut diminuer jusqu'à 10-15% en fonction des gens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent aussi sur le cholestérol, qui sont l'alimentation notamment. Vous pouvez toujours faire du sport, mais si vous mangez gras, le bénéfice sera très modéré. Alors, si vous mangez du gras, le bénéfice sera très modéré. En revanche, le sport est effectivement bénéfique. Hein. Vous confirmez, Nathanaël? Je confirme les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, et l'alimentation et l'activité physique sont deux leviers importants, effectivement. Vous avez testé et ça marche. Et ça marche, c'est même impressionnant, effectivement. Bon, on va maintenant vous demander, peut-être que si la meilleure des médecines, c'était peut-être une balade iodée sur les îles, eh bien, en tout cas, c'est la proposition indécente que nous font Claire Louet et Stéphane Sauvillon. On regarde tout de suite ce reportage. L'hiver sur les îles. Par temps calme, l'île de Saint, face à la pointe du Raz, est à 1 heure de mer du continent. Mais durant les grosses tempêtes, il n'est pas rare qu'elle soit coupée du monde plusieurs jours. Sur ce rocher d'un demi-kilomètre carré, la vie est rythmée par les rotations du bateau. L'île compte 244 habitants, mais en ce début d'année, ils sont moins d'une centaine à se croiser sur le port. Enfant, Stanislas Joussaume a passé toutes ses vacances à Saint. En 2015, il s'y est installé avec sa compagne pour produire des huîtres, même si l'hiver est rude. C'est la période critique, ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai tout rangé, que j'ai tout mis à l'abri et que le stock et la plupart des stocks sont en bassin. C'est parce que là, ça paraît très calme, mais il y a un gros coefficient qui arrive bientôt. Il suffit d'un gros coefficient, des vents à plus de 100 km/h et c'est plus du tout le même décor, quoi. Certaines périodes, là, quand on est sur la route, on voit les galets qui passent par-dessus la tête. Coup de vent et coup de feu. Après le rush des fêtes de Noël, le couple apprécie le calme, mais tranquillité ne veut pas dire ennui. Non, pour moi, tranquillité, c'est une partie du bonheur. Voilà, on est tranquille, on n'a pas l'esprit encombré par plein de choses, à regarder sa montre. Ici, voilà, on est tranquille et apaisé. Quand il fait beau comme ça, se prendre un petit café sur les quais, avoir personne, juste entendre le bruit des goélands et les huîtres épis éventuellement, c'est quand même... c'est ça je pense que c'est un luxe en fait. Je vais dormir dehors, point. À l'école, c'est l'heure de la dictée. De la petite section de maternelle au CM1, ils sont 8 enfants répartis sur 5 niveaux, plus 2 collégiens. Arrivée en septembre, l'unique enseignante du primaire a choisi de tenter l'aventure. Moi, j'aime beaucoup le vent, la tempête, la pluie, ça me va très bien. Limite, j'appréhende plus l'été quand il y aura plein de monde que là, la période hivernale. Après, je suis plutôt solitaire aussi, mais puis on s'ennuie pas. Enfin, on a toujours quelque chose à faire. Puis il y a un lien social aussi qui est plus fort aussi que sur le continent. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on peut aller frapper à la porte des voisins, il n'y a pas de problème. Combien ? Petit à petit, on est content de voir qu'on s'intègre. Voilà. On en tire quand même une fierté, en fait, à être ici. L'île nourrit les rêves et la réflexion. Fanchemoile y vient depuis qu'il est enfant. Des heures durant, il noircit les pages de ses petits carnets. Des esquisses qu'il transposera plus tard sur la toile, dans le calme de son atelier, en face, sur le continent. J'aime bien toutes les saisons, mais celle où le rapport à l'île est le plus étroit, c'est l'hiver, parce qu'on n'a pas un rapport à partager. Quand il y a 2000 personnes sur l'île, évidemment, il faut
il faut faire attention, ce qui est tout à fait normal hein, aux autres. Et quand on est pratiquement seul sur l'île, c'est sûr que là, on l'encaisse beaucoup plus, quoi. On en ramasse davantage. C'est vrai que la nature est tellement forte. On a vu ça il y a 5-6 ans avec les grosses tempêtes. On était là tout l'hiver, là, nous. C'est vrai que quand on voit tout dévasté, enfin, il y a l'île qui grondait, c'était absolument incroyable, hein, cette tempête. La météo joue des cartes très différentes à chaque fois, entre un ciel comme aujourd'hui et puis un ciel d'orage sous les tempêtes et tout. Le monde est complètement changé. Et nous, on change avec à chaque fois, c'est très drôle. Ah, c'est un paradis, hein. Tout juste embauché à la Pénarbéd, Nicolas a posé ses valises sur l'île en juin dernier avec sa compagne. Pour lui, qui a déjà vécu à Saint, un adjectif résume l'hiver sur le Caillou. C'est chaleureux. Bizarrement, ouais, c'est chaleureux parce que justement, je trouve qu'il y a, avec les gens, les personnes, il y a beaucoup plus d'échanges et c'est vraiment des échanges chaleureux où on prend des nouvelles vraiment des uns des autres, on prend le temps vraiment de prendre le temps. Voilà, puis les petites bouffes entre amis aussi, les gros plats d'hiver aussi, donc voilà, ouais, chaleureux. Ouais. Magnifique, on était en admiration. Sublimes images de Stéphane Sauvillier et très beaux commentaires de Claire Louet. Un magnifique reportage. Vous connaissez bien l'île de Saint, Christelle? J'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises et en plus d'y aller hors saison estivale. Donc, comme ça, vous n'avez pas à partager, comme dit le peintre, on n'a pas à partager notre île, c'est ça. C'est ça, et donc partager plus avec les habitants. C'est vrai qu'ils ne sont pas très très nombreux parce que souvent, mais il y a encore des habitants à l'île de Saint et c'est vrai que c'est incroyable. C'est une période de méditation, d'apaisement. Je partage en fait ce que disait la jeune fille, qui y travaille elle, mais voilà, c'est. Bon, après, l'agitation, c'est bien aussi. En plus, c'est ce que disait aussi Alix. Oui, il y a des dauphins. Quand on rentre dans le port en bateau, j'y suis allée une fois en bateau et c'est vrai qu'il y a des dauphins qui nous suivent, donc ça rajoute un peu de magie et tout ça. Magique. On va rester dans la magie avec Sabine qui nous a préparé un agenda culturel pour ce week-end qui va nous transporter. On va d'abord parler du festival Promenons-nous, c'est ça? Oui, et c'est dans le Morbihan. C'est le retour donc d'un festival très attendu par les petits et les grands. Ce festival revient comme chaque hiver. C'est la 12e édition qui démarre dimanche avec un programme éclectique et comme toujours familial entre Golfe et Vilaine, de Saint-Avé à Vannes, en passant par Musillac. 6 théâtres proposent des créations d'ici et d'ailleurs. Théâtre d'objets, danse, jonglage, musique, du théâtre visuel aussi, comme celui de la compagnie Laïka et son spectacle À l'étroit. C'est l'histoire d'une toute petite maison où l'amour est très grand, mais vous allez voir que c'est pas toujours facile de vivre l'un sur l'autre. Voici un petit extrait de À l'étroit, spectacle de la compagnie. Effectivement, ils sont un poil à l'étroit. Terrible la chute. Hein. Effectivement, un peu à l'étroit, on va dire ça comme ça. Ils sont dans une boîte, ça, oui, comme tout le spectacle. Et voilà, en fait, cette compagnie a reçu le prix Momix Jeune Public. Et vous pouvez donc la voir à Questembert lundi, mardi et jeudi prochain et à Musillac le 3 février, puisque le festival donc a lieu jusqu'au 12. Tarif unique de 5 € pour tout le monde et pour tous les spectacles. Et en parallèle à ce festival, de nombreuses actions culturelles, comme ce week-end, vous pouvez assister à des ateliers, donc entre objets dansés, mouvements jonglés, et c'est proposé par de nombreuses compagnies, donc avec ce festival Promenons-nous. Et à un tarif très accessible, vous l'avez dit. Oui. Le monde merveilleux de l'enfance, il est aussi au rendez-vous à Quimper.
Voilà. Racontez-nous. Avec la très belle exposition de Robert Doisneau, L'œil malicieux, jusqu'au 22 avril, au Musée des Beaux-Arts de Quimper. Qui ne connaît pas donc ces fameuses photographies du baiser de l'Hôtel de Ville ou de cet écolier qui regarde la pendule. Toutes ces images qui font partie de notre imaginaire collectif. Donc ce musée, en collaboration avec l'atelier Doisneau, qui a été fondé par les deux filles de ce photographe, consacre une très belle exposition. L'appareil photo donc en bandoulière, ce témoin du quotidien à l'œil malicieux, est toujours aux aguets de la surprise et de l'imprévu. Il a d'ailleurs bien inspiré, vous allez voir, l'équipe du Pôle Média de Quimper qui a réalisé une série de teasers et à découvrir sur le site internet. En voici un. Tellement poétique, cet univers de Robert Doisneau, magnifique. Absolument, et d'ailleurs il y a une petite phrase de lui que j'aimerais vous citer. « Il est des jours où l'on ressent le simple fait de voir comme un véritable bonheur ». Bah c'est vrai, c'est tellement vrai. Donc, parmi les 130 clichés exposés, vous pourrez découvrir une vingtaine de photos prises en Bretagne en 1940, série consacrée à des fileuses, un sabotier de Guarec, au pardon de Fouesnant, ou encore à des manifestations paysannes des années 60. À découvrir donc absolument, jusqu'au 22 avril, c'est ça? Absolument. En Ille-et-Vilaine, maintenant, vous nous faites une proposition. On va retourner aussi dans le monde de l'enfance et de la farce. Oui, on est aussi dans le monde participatif, puisque la compagnie La Machine, spécialisée dans la construction d'objets de spectacle atypiques, comme le Grand Éléphant, vous connaissez, à Nantes. Oui. À Nantes. Donc, cette kermesse est de retour ce week-end. Une kermesse bien particulière, à la fois pyrotechnique et culinaire, créée par l'allumeur d'étincelles Pierre de Mecquenem. C'est un événement présenté par les Tombées de la Nuit en partenariat avec les Ateliers du Vent. Un spectacle qui s'inscrit dans la grande tradition des arts forains, mais les codes sont détournés avec malice et gourmandise. Oui, il est question aussi de nourriture. Et c'est une kermesse qui lance aussi de sacrés défis quand même. Oui, du style pêcher une flamme, viser avec un canon à étincelles et manier la fourchette, le brûle-chandelle, la pêche à flamme, le pique-assiette, le décasseroleur, le tourne-broche ou le chocoleur sont les clous de ce spectacle. Pas facile à prononcer. Non. Donc douceur, délice, mais aussi saveur imprévue vous attendent au fond des marmites scénographiées et au bout des cannes à pêche à revisiter. Et ça se passe donc tout au long de ce week-end à Rennes. Aux Ateliers du Vent, voilà. Ça, à Rennes. Et puis on termine avec les Côtes d'Armor, puisque pas de jaloux, tous les départements bretons ont leurs belles initiatives. On a droit aussi à 20 minutes de bonheur en plus. Exactement, c'est le titre de leur festival. C'est la 9e édition. C'est la 9e édition du plus pétillant des festivals d'art de rue en salle. Le principe des spectacles de 20 minutes, gratuits ou à tarif unique, une quarantaine de représentations et parmi les spectacles bancals de la compagnie Puéril Péril. Alors, ils ont une technique révolutionnaire d'échafaudage expérimental et avant-gardiste avec, vous savez quoi, des tabourets. Regardez plutôt. On va voir. Et dans le sublime écrin des chaos du Gouët. Oui, il faut quand même être assez... il faut oser, pour faire de l'équilibre dans les chaos du Gouët. Ouais. C'est donc un des spectacles de ce festival. Tout un parcours est organisé pour aller d'une représentation à une autre, soit à la journée, soit sur le week-end. Il y a même un petit bar pour les petites pauses. Ah ben voilà, tout est prévu, c'est parfait. Bon, vous avez fait votre choix. Alix, vous allez choisir quoi? Moi, j'aime bien le festival
La petite boîte où on est à l'étroit. Hein. Exactement. Plein de créations très très originales, c'est absolument très divers. Ouais. Nathanaël. Moi je pense que je vais aller aux ateliers du vent parce que ça a l'air quand même assez éclectique et assez intriguant en plus. Ouais, très intriguant. Christelle, vous avez fait votre choix vous aussi? Moi je dirais que Robert Doisneau. Ben voilà, vous voyez, vous nous avez tous séduits. Puis moi, je vais choisir les 20 minutes de bonheur en plus. Allez, hop, comme ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En vue d'une prochaine émission, nous attendons vos réactions sur la qualité de l'eau du robinet en Bretagne. On parlait des caots du Gouët avec son eau, et bien voilà. Avez-vous fait le choix de la boire ou préférez-vous les eaux en bouteille? On attend vos témoignages. Pour cela, rien de plus simple. Voilà, il y a le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors le mail bretagne@ensemblesetmieux.fr. Et puis, il vous reste encore évidemment la page Facebook, le Ensemble, c'est mieux avec France 3. N'hésitez pas d'ailleurs à aller poser vos questions aussi sur cette page, on y répondra. On fera en tout cas tout pour. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour le best-of d'Ensemble, c'est mieux. Très belle journée sur France 3 à Bretagne. Vous retrouverez dans quelques instants le journal régional. Kenavo, belle journée. Tous les chemins mènent à Rome, une expression qui exprime parfaitement que l'on peut emprunter des voies différentes qui nous mèneront vers le même but. Ces chemins, ce sont des routes à prendre. Alors bien sûr, on peut ne pas y aller par 4 chemins. On peut se mettre en chemin, faire un bout de chemin ensemble, et puis, chemin faisant, rebrousser chemin, ou bien prendre le chemin des écoliers. Mais tous ces chemins qui mènent à Rome sont avant tout des itinéraires tracés pour mener les pèlerins vers des lieux de pèlerinage, que ce soit vers Rome ou symboliquement vers d'autres villes. Dans cette expression, il ne faut pas oublier non plus les Romains qui bâtissaient des routes comme de véritables murs dans le sol, reprenant et améliorant les techniques des Étrusques et des Grecs. À l'apogée de l'Empire, au 1er siècle de notre ère, ce sont 23 routes majeures, formant un réseau de 90 000 km de voies principales qui rayonnent, partant d'une borne érigée sur le Forum à Rome. Depuis bien longtemps, que ce soit pour se rendre dans la capitale de l'Empire ou dans la capitale de la chrétienté, tous les chemins mènent à Rome. C'est une façon de parler.